Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans tes films préf. Et aujourd'hui, mes amis, Seb est là et on va lui dire comment vas-tu mon cher Seb? Ouais, salut mon petit Jazz, bah écoute ça va super, très content de ce nouveau numéro. On accueille la deuxième moitié d'un podcast, voilà, je vais te laisser la présenter. Mais c'est cool en tout cas. On est très content parce qu'on a eu Kiko la dernière fois de la précédence et aujourd'hui on a Céline. Comment vas-tu? Bah très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Hello tout le monde. Alors on va répéter un peu le concept qui est très simple, c'est-à-dire qu'on reçoit un invité ou une invitée qui va nous présenter ses 3 films préf d'arts martiaux. Alors c'est vrai, il y a toujours la question, et le précédent invité m'en avait parlé en disant ouais mais 3 films c'est un peu compliqué. Vous inquiétez pas, vous pouvez revenir quand vous voulez dans High Kick pour parler de 3 autres films. On n'est pas fermé à cette proposition. Et en fait l'invité va nous proposer ces 3 films, on va pouvoir en débattre, chiller, avec avoir une conversation assez chill par rapport à ces 3 films. Une chose à dire, c'est que nous ne sommes pas au courant des 3 films qu'a choisi la plupart du temps. La plupart du temps, les 3 films qu'a choisi l'invité. J'ai gardé le secret pour cette fois-ci. Voilà, à part si l'invité nous spoil directement, mais sinon on n'est pas au courant. Et c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Mais après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est important, c'est que c'est pas grave d'avoir un même film qu'un invité précédent, ou d'avoir un film qu'on a déjà traité dans le podcast, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir votre retour, votre ressenti sur ce film-là, et puis c'est l'occasion d'en reparler ensemble et de partager et d'avoir un autre avis, et c'est plutôt cool là-dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, on est tout oui avec tes films. Céline, on va voir ce que tu vas mettre la barre au-dessus que monsieur. On espère. Ouais, voilà, alors au départ, on avait un film en commun, tu vois. SPL, on s'est un peu battu pour savoir qui c'est qui allait le prendre. Donc il a gagné. Puis j'en avais d'autres, donc c'était pas très grave. Vous avez fait un Shifumi? Non, même pas. C'était. Le premier dont je vais parler, c'est Fighter in the Wind. J'ai peur de me battre. J'ai peur de me faire démolir et de perdre. Et j'ai encore plus peur de finir infirme que de mourir pendant le combat. 1000 fois plus peur. J'entends le déchirement du vent. J'entends le cri de la peur qui hurle en moi. C'est un film coréen de 2004. Ok. C'est un film que j'ai adoré quand je l'ai vu. Et là, j'ai fait un peu comme pour notre podcast à la précédence où on débriefe d'un film à chaud. J'ai regardé le film cet après-midi. Donc, c'est assez frais. Ok. Je l'ai revu tout à l'heure. D'accord. Et donc c'est un super film d'art martial, je trouve, parce que c'est un film qui est assez dur, assez qui fait assez mal quand on voit les bastons. Pour le coup, moi j'ai trouvé, quand je l'ai vu la première fois, j'avais beaucoup de souvenirs de films d'arts martiaux où c'était plus des chorégraphies type à la Tigre et Dragon, donc ça s'envolait, c'était très léger, très aérien. Et donc là, on est arrivé sur des choses un petit peu plus qui rentrent dedans. Et donc après, l'histoire aussi, moi que j'ai beaucoup aimé, donc c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Choi Bae-dal, donc désolé pour les prononciations.
Non, mais Alors c'est très vrai, romancé, je pense. Oui, voilà, Ouais. précise-le quand même. Parce que C'était un des points qu'allait venir après. C'est inspiré. Ouais, donc, c'est très fantasmé. Voilà. Ouais, c'est justement ce que j'ai lu. Après, il y a aussi apparemment une grosse divergence entre la partie de son histoire vue par les Coréens et la partie de son histoire vue par les Japonais. Et donc voilà, moi, bon, c'est vraiment un film que j'ai adoré parce que j'ai bien aimé le fait que ce soit comment dire, il y a un personnage qui ait peur au départ, qui l'assume tout de suite, qui dit tout de suite qu'il a peur de perdre, qu'il a peur de se battre, en fait il se bat parce qu'il a plus peur de survivre en étant blessé et humilié qu'en mourant au combat. Donc ça c'est la scène d'ouverture du film et c'est ce qu'il dit tout de suite et donc ça met vraiment le ton du personnage qui au départ est très faible et se prend des défaites sur défaites parce que et des humiliations sur humiliations parce qu'il n'arrive pas à dépasser sa peur et parce qu'il n'est pas assez fort pour pour battre ses adversaires. Donc il essaye au départ de se faire tout petit, de pas de pas aller au combat jusqu'à ce qu'au final il ait plus trop le choix parce qu'on vient le chercher et donc je sais pas si je raconte un peu plus en détail l'histoire du film. Déjà voir si Jazz, toi tu l'as vu celui-là ou pas? Non, je l'ai pas vu. Alors je l'ai en DVD. Je l'ai en DVD. On m'en a beaucoup parlé. Alors je suis content parce que ça me rappelle une période où j'étais en première ou terminale et j'avais un très bon pote qui est maintenant cascadeur et qui vit au Canada d'ailleurs. Il fait des cascades notamment pour la série Titan. Voilà. Et du coup il pratiquait le karaté et il avait ce film là en DVD et il me disait franchement regarde-le, il est vachement bien. Et puis à chaque fois j'hésitais un peu à le regarder, peut-être l'affiche du film qui me disait rien, voilà, je savais pas trop et en fait Seb m'en a parlé un peu aussi, voilà, il est un peu mitigé par rapport à ce film là mais en tout cas je l'ai dans ma collection et j'avoue que ça me tente pas mal quand même de le regarder. Moi, dans les points que je vais trouver un peu négatifs dans le film, c'est vraiment sur la partie réalisation à proprement parler, où par exemple, je trouve qu'il y a un peu des codes aussi des années 2000 où il va y avoir des ralentis, des images qui vont se figer avec des passages en noir et blanc, où on va vraiment insister sur certains postures en fait dans les combats, des choses comme ça, où en fait il y a un arrêt sur image, un changement de plan. Ça, je trouvais que ça avait vraiment vieilli pour le coup. Ça m'avait pas choqué quand je l'ai vu la première fois, mais au revisionnage, on sent que c'est justement un peu en dessous. Mais voilà, moi j'aime bien. Après, c'est des thèmes qui me plaisent, d'avoir des personnages qui sont vraiment cassés et au plus bas et qui en fait vont dépasser leur peur mais sans la faire disparaître. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, il a peur de mourir et il a peur de se battre. Mais en fait, ils vont dépasser cette peur-là. Et voilà. Puis après, il y a quand même des scènes de combat qui se tape bien et qui sont bien sympas. Donc moi en tout cas, qui m'ont plu. C'est vrai que pour revenir sur ce que je disais, déjà pour rappel pour les auditeurs, Fighter in the Wind, en fait, c'est une adaptation de la vie de Mas Oyama, ou je sais plus comment on dit, enfin, bref, c'est le créateur du Kyokushinkai, karaté Kyokushinkai, qui justement a voulu un peu casser les codes du karaté traditionnel. D'ailleurs, il est dans le film, il est mis en position avec un karaté traditionnel, qui est 7e dan, qui est un officier de l'armée japonaise, et à la fin, ils vont s'affronter tous les deux. Moi, je suis assez déçu pour deux trucs. Déjà, je trouve qu'il y a un gros problème de rythme dans le film, parce que je trouve qu'il est extrêmement lent, il fait quasiment 2 heures, et on les ressent, vraiment. Moi, j'ai eu des moments où j'ai fait autre chose, parce que c'était long, ça faisait un peu remplissage, et il aurait fait 20 minutes de moins, même presque une demi-heure de moins, ça aurait été pas mal. Après, puis le film est vraiment en 2 parties, t'as vraiment toute la partie vraiment souffrance, où il passe son temps à subir littéralement pendant presque 1 heure du film, voire un peu plus, et il y a la partie où il va partir un peu en retraite spirituelle, que je trouve un peu plus intéressante, où il va être confronté à la nature et il va revenir et il va défier tous les pratiquants, tous les grands maîtres des arts martiaux. C'est ça. Et il va leur mettre toute la misère et il va se faire un nom, parce que forcément il a changé son nom. C'est un Coréen mais qui a pris un nom japonais pour justement aller défier et puis
un peu ce côté un peu mystérieux. Et après, je trouve ce qui est que dans le raté, film, c'est là où il change pas de nom. On le voit pas changer de nom, je crois, dans le film. Et il s'appelle pas Oyama hein, dès le début. Hein, c'est. Oui, c'est ça, c'est Choi Bedal. Ouais. Et après, je crois. Et après, il s'appelle Oyama. Non, il donne un autre nom après dans les journaux. C'est ça, dans il la s'appelle presse, Matsumatsu Oyama. C'est ça. C'est ça. Tatsu, pardon. C'est Mas Oyama, ouais, c'est ça. Le diminutif, c'est Mas. Et je trouve ce qui est loupé, et c'est là où je te rejoins, c'est la réalisation, quoi. Ouais. Je suis là pour voir un film sur les arts martiaux traditionnels, sur le Kyokushinkai et tout ça. J'attends d'avoir un minimum de réal qui tienne la route. Je trouve qu'elle est aux fraises, la réal. Et je trouve que les chorés sont pas ouf, quoi. Et c'est ce qui m'a un peu frustré. Et rajouter à ça, une réalisation très années 2000, une photo qui est pas super belle. Ouais, c'est marqué dans son époque à mort. Voilà, j'étais extrêmement déçu parce que j'en attendais vraiment beaucoup et je me suis peut-être trop hypé tout seul à me dire ouais, faut que je le vois. Et j'ai été globalement assez déçu. C'est pas un mauvais film, mais je m'attendais à mieux que ça en fait. Et c'est vrai que je suis très curieux maintenant d'en découvrir un peu plus parce que c'est pas la première fois qu'on a une itération du personnage, puisqu'on en avait parlé déjà avec Jazz. Il y a le fameux Sonny Chiba qui a aussi interprété le personnage. Aussi pareil, un grand pratiquant de Kyokushinkai qui l'a fait dans une trilogie et qui a été élève de Masoyama. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai commencé à voir des films de Sonny Chiba et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le surjeu, donc j'ai un petit peu peur de voir ces films où il interprète le maître du Kyokushinkai. Donc voilà. Mais bref, désolé, je suis un peu en demi-teinte pour ton film, mais globalement un petit peu... Ah non, mais aucun souci. Voilà, c'est pas un film que j'ai extrêmement après, c'est vrai apprécié. Que moi, la première fois que je l'ai vu, je le connaissais pas du tout, donc j'avais pas d'attente pour le coup sur le film. Ce qui m'arrive aussi beaucoup parce que je cherche pas souvent je regarde pas beaucoup de bandes annonces sur les films, je vais pas faire beaucoup de recherches avant de voir le film, c'est-à-dire que je veux voir le film pour ce qu'il est au moment où je le regarde et après je vais regarder un petit peu plus. Et donc voilà, après peut-être qu'aussi j'ai pas autant de références, on va dire, dans les chorégraphies ou dans les des films, et donc pour le coup moi j'ai trouvé justement assez impressionnante, notamment sur la force qu'il y avait. En fait, c'est qu'on voit la différence de force entre ses adversaires, oui, mais sans que ce soit... Oui, l'impact, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et moi, j'aimais beaucoup le côté assez brut de voir, en fait, un personnage qui va pas bouger quand il prend l'impact, et il va faire le même coup, en fait. Donc, il y a vraiment le même niveau d'attaque d'un côté comme de l'autre, et la perception est vachement différente en face, en fait. Et notamment dans la première école qui va défier, c'est le personnage du maître de l'école qui était plus ou moins un des seconds du grand maître de karaté, qui a limite envie de prendre des équipements pour se protéger à la fin, puis qui se dit ouais, non, je suis pas censé, là, je suis censé être le maître, parce qu'il sait qu'il va se faire défoncer en fait. C'est... Ouais. Ce qui est cool quand même dans ce film-là, c'est qu'il y a quand même un gros côté shonen neketsu, tu vois, le mec qui se relève de ses échecs et qui devient plus fort et qui vient fracasser tout le monde. C'est vrai que le côté brutalité du film est vraiment intéressant. C'est un film que j'ai pas apprécié, mais c'est un choix vraiment intéressant parce que je pense qu'il doit avoir un petit peu son réseau de fans, de personnes qui aiment ce film-là. Moi, je l'ai moins apprécié, mais en tout cas, je te remercie parce que c'est quand même un choix intéressant et un jour on le traitera, hein, je pense dans le podcast quand Jazz l'aura vu. Parce que ça fait partie du patrimoine des films d'arts martiaux qu'il faut au moins avoir vu une fois dans sa vie, quoi. Et donc, si je me souviens bien, donc c'est un film qui est coréen, donc qui a justement mis un peu plus l'accent sur la partie de sa vie où il n'est pas encore devenu maître justement au Japon, mais ça se passe beaucoup au Japon. Donc on est sur une période aussi, donc fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est l'occupation japonaise en Corée, et après il y a l'occupation américaine suite à l'attaque de Pearl Harbor et la défaite du Japon au Japon. Donc y a... Mais on sent pas trop, tu vois, je pense que c'est peut-être côté, aussi la perception coréenne en fait du film, quoi. C'est ça. Ça fait pas japonais, tu vois, ça fait pas Japon quand ils sont au Japon. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est vrai que on voit que ça a été tourné en Corée, je pense, tout le film. Ouais. Et les décors sont pas très Japon, quoi, tu vois, ça respire pas le Japon, quoi. C'est des décors assez quelconques, je trouve. Ça manque un peu d'âme dans les décors. Enfin bref, mais voilà. Je crois qu'il y a un passage à Kyoto qu'on reconnaît. Et après, effectivement, c'est plus juste l'intérieur des dojos ou le commissariat, des choses comme ça. Donc c'est des lieux qui sont assez universels en fait, et donc où
va pas forcément avoir beaucoup de plans en extérieur, du moins des plans de ville. Et après, il y a le plan dans la montagne, mais où au final, c'est ça pourrait être on n'importe voit où. rien de la montagne, Ouais. en fait. Il est juste dans Bah ces oui. 3 arbres. Et... C'est ça. Mais je suis en train de me demander si c'est pas sur fond vert. Tu vois, par moment, je me dis, ça fait un peu numérique comme cette forêt. Mais bref, voilà, c'est encore une fois. alors, Mais en tout pour cas, le coup, ouais. là, je l'ai revu sur la version YouTube qui était pourrie, mais alors c'était un truc horrible. Donc franchement, déjà, c'est pas forcément des choses que je vois très facilement, mais alors là, c'est même pas la peine, j'aurais rien pu voir, quoi. ok. Dans la je version comprends. YouTube, je sais qu'il est dur à trouver, mais c'est pas le must, quoi. Alors non, alors peut-être par chez toi parce qu'on l'a pas dit auditeur, tu es du Québec. C'est ça. Et en France, le Fighter in the Weed est in the Weed. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Non, c'est pas un truc avec de la bœuf. Hein. Avec Snoop Dogg. Fighter in. C'est Karate Stoner. Ouais, carrément. Ah putain, c'est un style ça, le Karate Stoner, c'est très très bon. Il se trouve très facilement dans les caches. Il y en a, il inonde les caches. Ok. Fighter in the Wind, tu le croises très régulièrement. Je l'ai trouvé là-bas. Moi, je l'ai eu pour un 50 ou 99 centimes, un truc comme Ok. ça. Tu vois. Enfin, il m'a rien coûté. Je sais pas s'il y a une version Blu-ray. En tout cas, je l'ai jamais vu dans les caches. Mais le DVD se trouve très facilement pour le coup. Nous, pour le coup, on avait un DVD qu'on a revendu en déménageant et en pensant le retrouver facilement en Blu-ray et on l'a jamais retrouvé. Donc, Ouais. Et effectivement, au Canada et notamment au Québec, les films asiatiques, c'est très très compliqué à récupérer. Oh bah ici aussi, hein, je te rassure. Hein, c'est un sujet qui revient très souvent avec mon petit jazz. Ouais. C'est que on se plaint justement de difficultés à trouver des films et on est en plein dans un podcast d'arts martiaux où il y a quand même beaucoup de films asiatiques et on galère des fois à trouver de manière complètement légale des trucs. Donc on passe beaucoup par YouTube parce que fort heureusement il y a des gentils donateurs qui postent ça sur YouTube. Mais voilà. Bon, on est pas mal pour Fighter in the Wind. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit jazz? On est pas mal, on est pas mal. Bah écoute... Ça t'a donné envie de le voir ou au contraire pas du tout? Ah non, si, carrément. Mais en plus, je l'ai, et en fait, à chaque fois, quand je me dis, tiens, je vais me regarder un film, et je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ose pas trop me le mettre. Mais là, ouais, franchement, ouais, ce que vous m'avez raconté, ça me donne envie de découvrir ce film pour enfin pouvoir faire une émission là-dessus, ouais, carrément. Alors, je suis curieux du coup, tu commences avec Fighter in the Wind, je suis curieux de savoir le second film. Alors, le second film, c'est un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune. Donc, pour la petite anecdote, j'avais pas beaucoup de films d'arts martiaux dans ma jeunesse. Donc, en fait, j'avais accès à beaucoup de films. Mais c'était des choses que enregistraient sur VHS mes parents, parce que je suis de l'époque des VHS. Et donc, il y avait très peu de films d'arts martiaux. Et donc, c'est Sidekicks, avec Chuck Norris, pardon. T'es super, Barry. Je te remercie encore pour ton aide. Normal, Chuck. Ça sert à ça d'être partenaire. J'ai longuement parlé avec lui de ses rêves. Il s'imagine vivre dans un univers où il serait... Chuck Norris. Ou plutôt son alter ego. Ils combattent côte à côte. Barry n'est vainqueur que dans ses rêves. Alors, ton copain Chuck n'est pas là pour te défendre? Barry, j'aimerais te présenter quelqu'un. Mais un jour, l'espoir sera sur son chemin. Ceci est ta première leçon. Il faut toujours être sur le qui-vive. Je veux bien t'aider à apprendre les arts martiaux. Il faut que tu t'entraînes chaque jour avec ceci. Ce nunchaku est une arme redoutable quand on sait s'en servir. Bouge-toi! Allez, on grimpe! Barry va tout essayer pour être à la hauteur de son idole. Hé, Barry, ne fais pas attention à eux et suis-moi. On va monter ensemble. Je peux pas. À qui parle celui-là? Tu peux y arriver, Barry! Barry. Tu vas me trouver si tu me cherches, ça sera pas aussi facile cette fois-ci. Tu veux te battre avec moi? Un tournoi de karaté? Viens si t'en es capable.
Tu ferais mieux d'abandonner maintenant, Barry, crois-moi. Chuck Norris, le héros de ses rêves, va le rejoindre dans la réalité. Chuck Norris, tu me reconnais? Pour combattre à ses côtés. On monte sur le ring et on gagne, d'accord? Un rêveur, un champion, une équipe imbattable. Sidekicks. De Aaron Norris. Donc c'est pas un film préf dans le sens où c'est mon film préféré de tous les temps, mais c'est juste un film pour un peu la nostalgie parce que je l'ai poncé le film. Ah, t'as un heureux là. Alors les gens le voient pas à la caméra, mais Jazz est en train de faire des bonds sur son siège. Oui, j'ai une petite. Alors je vais laisser plutôt Jazz s'exprimer après que t'en aies parlé, parce que je sens qu'il a envie d'en causer. Mais j'ai aussi une petite, voilà, j'ai une petite sympathie pour ce film-là. Vas-y, dis-nous tout l'amour que t'as pour Sidekick qu'on fera un jour aussi. Hein. Pour le coup, c'est sorti dans les années 90, 92 je crois, et donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est tout frêle, asthmatique, qui rêve de rencontrer Chuck Norris parce que c'est son idole, et qui part dans une espèce de rêve éveillé où il se fait des films avec lui, et donc il y a plein de scènes où je pense en plus reprend beaucoup de films de Chuck Norris, donc des scènes de baston, des scènes d'arts martiaux ou de gunfights, et il y a des ninjas. À un moment... Et des ninjas aussi, ouais, tout à fait. Et, comment dire, il y a un ami, le père de sa prof qui est japonaise, qui arrive donner des cours de kung-fu et de nunchaku. Et en fait, il va commencer à devenir super fort, il va participer à un tournoi et tout. Donc, il va rencontrer Chuck Norris, il va être content. Et... Non, je l'ai revu aussi, donc justement pour le podcast, parce que je l'avais pas vu depuis, je pense, les années 90, début 2000. Et en fait, franchement, je trouve qu'il a pas mal vieilli, quoi. Il est bien par rapport à d'autres films des années 90. Et puis, comment dire, ouais, c'était bien fun, en fait, à revoir. Alors, je sais, parce que pour le coup, moi, j'ai pas vu Karate Kid quand j'étais jeune, donc moi, je l'ai vu beaucoup plus tard en étant adulte. Donc c'est très très inspiré de Karate Kid parce qu'il y a le fait d'être très faible au début, le grand-père japonais qui vient apprendre les arts martiaux, qui vient ramener sa médecine japonaise un peu obscure, le tournoi, le prof côté bully. De karaté toxique, hyper violent. Mais il y a un côté un peu plus fun et un peu absurde aussi des fois dans les bastons et puis dans les... Notamment, je pense à la scène. C'est un film très fantasmé. Ouais, complètement. Bah, c'est le principe du film, en fait. Bah oui. Et voilà. Puis bon, moi, j'ai souvenir qu'il m'avait donné beaucoup envie de savoir faire des trucs, tu vois, en arts martiaux quand j'étais au collège et que je faisais un tour de terrain, je crachais mes poumons et ben j'avais qu'une seule envie, c'est de pouvoir me dire j'arrive à faire des trucs. Donc c'était c'est un super bon souvenir que j'avais et en le revoyant, bah je suis bien contente parce que j'ai toujours le même souvenir. Je l'apprécie de la même manière que quand je l'ai vu quand j'étais jeune. Moi je suis très 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 content que tu aies choisi Sidekicks. Alors pourquoi ? Parce que c'est un film que j'affectionne beaucoup, notamment pour le casting, Jonathan Brandis, le regretté Jonathan Brandis, qui était paix à son âme, qui était un peu une star des années 80-90. Mini-star, parce qu'il avait joué dans Histoire sans fin 2 notamment, et puis il a fait aussi c'était l'archétype de l'enfant star, Ouais, c'est ça, il a fait la série Sequest de Steven Spielberg, et puis il s'est suicidé juste après le casting de l'Attaque des clones, parce qu'en fait il avait postulé pour jouer le rôle d'Anakin Skywalker, et c'était sa dernière chance de revenir au cinéma, et il n'avait pas été pris, et je sais qu'il prenait des médicaments contre l'eczéma, et voilà, puis les circonstances de sa mort, non, il s'est pendu, non, il s'est pendu, mais en fait après il y a eu une surdose, donc hallucination, enfin ça a été et tout ça pendant la soirée avec ses potes, on a eu, enfin ça c'est assez trash, les conditions de sa fin, ce pauvre gars. Moi je me souviens surtout de lui pour ça, il était revenu, c'est ça, tout à fait, qui était assez culte aussi. Il jouait déjà un asthmatique, non, à l'époque, non? C'est ça, tout à fait, ouais. Bon, bref. Et c'est récurrent. Et j'adore ce film-là parce que déjà parce que c'est Aaron Norris,
Et on est dans la partie années 90 où c'est Aaron Norris qui réalise les films de Chuck Norris. Ouais. Il y a pas beaucoup de bons films, hein, mais c'est assez culte à chaque fois que Aaron Norris prend la caméra pour filmer son frère, et il le met vachement en valeur. Même quand il joue 2 minutes, il le met vachement en valeur. Et puis, moi, c'est le genre de film qui me prend en tripes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne BO. Et Alan Silvestri, il a fait une BO vraiment efficace. Ouais. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce que vous avez écoutée tout à l'heure, il y a la musique de Alan Silvestri, le thème principal de Psychics, et dès la bande-annonce, t'as envie d'aller voir ce film. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Et puis Chuck Norris qui joue en fait par intermittence dans les rêves de Jonathan Brandis, qui refait des scènes cultes, notamment la scène de Delta Force. Il y a de Portée disparue, mais aussi refait une scène de Hitman, Hitman bien évidemment, Aaron Norris en plus. Donc j'ai l'impression qu'en fait c'est tous les films qu'Aaron Norris a réalisé, en fait. Il a dit bon allez, on va refaire un best-of. On va faire un best-of. Et puis pour les gens comme moi qui n'avaient pas tout regardé, hop, t'as tout d'un coup. Ouais, Portée disparue 3. Oh, vous inquiétez pas, on va refaire la scène, mais on va rajouter Jonathan Brandis dedans. C'est vrai. Vous vous rappelez le film où Chuck Norris est le mulet? Oh, Hitman, on refait la scène, vous inquiétez pas. Et puis il y a un truc important, c'est il y a quand même un casting assez impressionnant. Beau Bridges, Mako, dont on a parlé dans l'épisode Miyagi, de L'arme parfaite. Ouais, Miyagi. Le Miyagi du pauvre. Voilà. Et puis un acteur qui a pas fait beaucoup de films, mais je trouve qu'il a déjà il est assez charismatique. C'est Joe Piscopo, qui avait joué dans Flic aux zombies à l'époque. Bah oui. Eh oui. Ouais. Il était bien dans Flic aux zombies. C'était le partenaire du de regretté Treat Williams. Bah ouais, putain. Et là, en fait, du coup, il joue un peu l'entraîneur un peu bené qui va se faire défoncer la tronche par Chuck Norris. Non, vraiment, vraiment très, 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 très marrant. Comme film, vraiment, je suis très très content que tu l'aies choisi. Et aussi, n'oublions pas la ravissante Julia Nixon Soul, qui avait joué dans Rambo 2, La Mission. Ouais, écoute, je préfère le Love Interest pour le coup de. Bon, elle était jeune dans le film, mais c'est un film que j'ai vu jeune, moi. Oui. Sidekick, j'avais peut-être, je sais pas, c'est pas 15 ans ou un truc comme ça. 15 ou 16 ans, tu vois, donc Danica dans la tranche d'âge Exactement. On était dans la tranche d'âge des protagonistes. Donc, non, c'est un chouette film. Moi, j'ai beaucoup de nostalgie pour ce film aussi. Et je suis très conscient que c'est pas un bon film. Parce que voilà, mais en fait, c'est la nostalgie qui parle. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais une grosse frustration de quasiment pas voir Chuck Norris. De me dire qu'en fait, Chuck Norris, il est pas vraiment là. Parce qu'il est dans les rêves de Jonathan Brandis, que toutes ces scènes où il se bagarrait, c'était des scènes fantasmées, c'est-à-dire qu'à chaque fois il trouvait un subterfuge pour lui mettre un déguisement de ninja, etc. Donc on voyait jamais vraiment le personnage se battre. Et moi je suis de l'école pour le coup Karate Kid, et je venais pour ce film-là pour voir un Karate Kid-like, et le fait de pas voir le personnage se battre, même si Daniel LaRusso se bat très mal, on le voyait pas vraiment se battre, donc j'avais un peu cette frustration-là. Mais malgré tout, j'avais quand même beaucoup de sympathie pour ce film-là, pour toutes les raisons que donne Jazz, et parce qu'il y a aussi, mine de rien, il y a les dernières 10 minutes où Chuck Norris se bat en mode vraiment traditionnel, c'est-à-dire avec les mitaines, dans un tournoi d'arts martiaux où il va mettre une rouste et il va donner une leçon au personnage, à l'entraîneur un peu fou, qui est donc joué, comme tu disais, Jazz, par Joe Piscopo. Et j'avais adoré cette scène de combat parce que je trouve que ça relevait le truc. Chuck Norris était vraiment là, et puis c'était chouette. Et puis c'était la période où moi je regardais tous les films un peu comédie, tu vois. J'avais regardé Top Dog, c'est la période où j'avais regardé ces films-là. Ouais, je sais, désolé, pardon.
Mais à l'époque, j'aimais bien Et quand puis j'étais juste jeune. les mimiques Et du coup- de l'entraîneur, justement, elles sont super oui. drôles et ça ancre Ouais, complètement le il est en film dans de surjeu la total. comédie pure. Complètement. Et le film est assez touchant quand même malgré tout, Ouais. parce que c'est un personnage qui manque de confiance en lui, etc. Donc je peux pas détester fondamentalement ce film-là, et je trouve qu'il est vraiment chouette, et Chuck Norris fait le taf dedans, et puis c'est ça, je l'ai vu en VF forcément, et on aime bien parler de casting vocal avec Jazz, c'est la voix qui va accompagner Chuck Norris dans quasiment tous ses films, et donc d'entendre cette petite voix de Chuck Norris dans ce film-là qu'on est tellement habitué à entendre, voilà, c'est le côté nostalgie qui parle. Non, c'est un chouette film aussi. Pareil, un jour, c'est un film qu'il faudra qu'on parle avec Jazz. Ça va être compliqué de trouver la scène. Il ira peut-être dans un press high kick parce qu'il n'y a pas tant de bagarres que ça. Quoique, il y a peut-être C'est quelque vrai. chose à tirer de la dernière scène. Mais il n'est pas loin de louper le casting, en tout cas, je pense. Et pour le coup, au Québec, en fait, moi, je l'ai pas trouvé en VF. Donc, je l'avais vu en VF quand j'étais jeune. Et donc là, c'était juste anglais, donc soit sous-titres anglais, soit pas de sous-titres. Donc moi qui étais justement très habituée à voir que des films de Chuck Norris en français et tous ces films-là de jeunes en français, de les voir en fait en anglais, au final ça donne une dimension presque un peu plus film plus professionnel et plus mature, plus le film que tu regardes quand t'es enfant en fait, parce que bah ça y est, tu l'as regardé en anglais et donc ça lui donne une dimension presque un petit peu mieux que si je l'avais revu en français. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui joue énormément sur nous. Et... Non, en tout cas, c'est un très chouette choix. Je vais juste faire un petit truc parce que pendant que vous parliez, j'étais en train de chercher parce que en revoyant l'actrice qui joue donc le love interest de Jonathan Brandis, donc Danica McKellar, je me dis putain, mais j'ai déjà vu quelque part, je l'ai vu quelque part, mais c'était pas Sidekick, et je regarde et en fait, elle joue, elle a un petit rôle récurrent dans How I Met Your Mother. Elle joue Trudy, si vous la remettez. Et elle fait une apparition aussi dans Big Bang Theory. C'était 2 séries que je suivais à l'époque et que j'adorais. Et je me dis, bah voilà, c'est là où je l'ai vu. C'est là où je l'ai vu. C'est donc, bref. le tricycle, c'est ça dans How I Met Your Mother. C'est quand... c'est quand... Bah, c'est une des conquêtes de Ted, ça c'est sûr, par contre. C'est quand Ted, en fait, a un double date. Ah et oui, il appelle Barney en disant qu'est-ce que je dois faire. Bonne mémoire. Oui, bah, c'est ça. Okay. Bah, c'est elle du coup. Et on sait que cette série-là, pour le coup, d'How I Met Your Mother aime bien jouer sur la nostalgie puisque ils ont fait notamment revenir une partie du cast de Karate Kid. Et que c'est déjà là où, à l'époque, Barney avait dit est-ce que le vrai héros de l'histoire, bah en fait, ça serait pas. Et voilà. Ouais. Et Le qui vous Cobra savez. Kai. Voilà, et c'est ça qu'a donné après la série, donc je trouvais ça très très drôle. Merci en tout cas pour ce choix, Céline. Ah ouais, Avec plaisir. franchement, c'est trop classe. Là, franchement, là, c'est énorme. J'adore. Tant mieux, je suis contente. Alors, pour quel le va être ton troisième troisième choix, il y a film, eu du coup pour le troisième choix, il y a eu un petit changement de dernière minute. Au départ, j'avais mis Danny the Dog parce que j'en avais un bon souvenir. Je l'ai revu et quand je l'ai vu, je me suis dit non, je vais pas le mettre parce que j'ai pas aimé. Donc je me suis dit que j'allais quand même mettre des films que j'avais aimés. C'était mieux. Donc j'ai choisi The Raid. Imprévus qui rôdent dans nos couloirs ce matin. Alors, au travail, mes amis. Et faites-leur passer un moment agréable.
indonésien avec. Ça tape fort là. Ok. Ouais, dedans ça tape fort. Ouais. C'est la bonne définition du film, je pense. Ça tape, ça fait mal. Il faut vraiment qu'on le fasse un jour celui-là. On l'a pas encore fait, mais il est dans les listes. Ça c'est clair. Ouais, il est. Franchement, c'est ça. Je pense que le truc, c'est il fait mal, quoi. C'est que t'as vraiment l'impression de te prendre des coups et de te prendre un mur en béton à chaque fois. Donc c'est un film anglais mais produit en Indonésie. Donc c'est Gareth Evans qui fait beaucoup de films en Indonésie et donc a un peu un cast qui va le suivre sur ses différents films et notamment qui vont faire les chorégraphies de ces films. Et donc là, le rôle principal, c'est un jeune soldat d'élite qui va devoir faire une mission et donc rentrer dans un immeuble tenu par des narcotrafiquants, donc l'immeuble complètement fermé à la police et de manière générale, et pour faire tomber le trafic de drogue et la tête de la mafia indonésienne. Et ça se passe pas forcément pas comme prévu, et donc ça se tape bien. Et donc il y a donc c'est du pencak silat qu'ils font et ça casse des bras, des bouches, des nuques, ça se tape bien. Au départ c'est plus gunfight, donc au départ on sent que c'est effectivement ils sont armés, toute l'équipe va monter d'étage en étage, va neutraliser les petits barons de la drogue à l'intérieur, les petits trafiquants, à chaque étage, jusqu'au moment où ils arrivent sur les... je sais pas si on peut dire l'armée, mais on va dire les protecteurs du chef, pour justement les... Tel un jeu vidéo, quoi. Les défoncer. Voilà, c'est ça. On monte d'étage en étage, et puis on arrive jusqu'au boss. Excellent. Tu l'as vu de Jazz, je suppose. Ouais, moi je l'ai vu au cinéma, pour la fête du cinéma. Quand il y avait encore une fête du cinéma qui valait le coup, j'avais regardé, j'avais vu plein de films et j'avais sélectionné The Raid parce que je trouvais que l'affiche du film était vraiment extra. Et j'avais vu quelques critiques sur Mad Movies qui avaient dit que c'était un super film d'action, mais pour autant je ne savais pas ce que j'allais voir. Et j'avais vu qu'il était un temps de 16 ans, je me suis dit oula, ça va être un peu violent. Et pendant 1h50 j'ai pris une claque. Moins que ça. Non, il fait 1h30. Ah ouais? Ouais, il fait 1h. Le générique inclus, il doit être à... Ouais, je regarde le truc, il est à 1h40. C'est le deuxième qui est plus long. Tu vois. Qui fait plus de 2 heures. Mais le premier est assez court. J'ai pris une claque monumentale. Je trouve que c'est vraiment un jeu vidéo, un beat'em all, où en fait, et avec une référence au jeu de la mort aussi, parce qu'il monte les étages, par étage, et puis il y a un boss, et voilà. Forcément. T'as le fameux combat contre Mad Dog. Mais je trouve ça vraiment, le film, vraiment extra, et je trouve aussi qu'il y a et ça c'est la force de Gareth Evans, c'est de finalement faire une sorte de... Il a un soin sur le sound design qui est quand même assez impressionnant, parce que même au départ, quand le héros se prépare pour partir en mission, il fait sa prière, il fait son sport, il s'habille. Il y a un sound design qui est respecté, il y a un dynamisme aussi au niveau du montage qui est assez dingue, et je valide totalement The Raid. Ouais, le dynamisme des mouvements de caméra aussi fonctionne super bien. Il y a des moments où ça va presque un peu trop loin, mais par exemple quand il se prend un coup, la personne elle atterrit sur le mur et en fait limite tu passes dans la pièce d'à côté, ça donne vraiment l'impression que la personne s'est vraiment pris le mur et l'a pris tellement fort qu'elle a traversé. Alors que c'est des bons parpaings, tu passes pas, quoi. Ouais, c'est un film, moi, pour le coup, pareil, que j'ai découvert un peu tard. Parce qu'en fait, j'ai, je sais pas, une raison complètement con de me dire je n'osais pas y aller. Je suis incapable d'expliquer. Et je l'ai vu en fait assez récemment. C'est assez récent. Bon, après, le film n'est pas vieux non plus. C'est pas un vieux film. Et ouais, j'ai vraiment pris mon énorme claque. Je connaissais pas Star Martial qui était le pencak silat. Et je me dis putain, ouais, c'est un truc assez brutal. Ça reste quand même un truc qui est on est sur du combat rapproché pour les auditeurs. Et on va dire, c'est grosso modo, c'est un art martial qui est adapté beaucoup
beaucoup à la self-défense. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui ont été appliquées en France et qui sont issues du pencak-silat et qu'on dit que c'est plutôt de la self-défense. D'ailleurs, un des plus grands représentants en France qui fait énormément de promotion là-dessus, c'est Frank Ropers, qui est un des très haut gradé et qui a médiatisé ce sport-là parce qu'il fait des vidéos YouTube et très bon communicant là-dessus. Et c'est vrai que, on va dire que ces mecs-là rendent vraiment hommage à ce sport-là et à cet art martial-là. Et c'est vrai que avec Jazz, il est dans un coin de notre tête parce qu'en fait, au fur et à mesure des épisodes qu'on peut pratiquer, on parle de différents types d'arts martiaux. Le pencak-silat, on l'a pas encore fait. Et petit à petit, on va y aller, on va y arriver. On se le garde parce que ça reste quand même un très très gros morceau. Pour le coup, qui est quand même très mainstream. Donc c'est pour ça qu'on dit volontairement, on n'y va pas tout de suite. On va peut-être essayer de trouver des manières un peu détournées d'y aller. Je sais qu'il a fait un autre film, Gareth Evans, que je vois souvent en cash, en Blu-ray. J'ose pas y aller, pourtant il y a tout ce qu'il faut sur ce casting. Je sais pas pourquoi, la jaquette me donne pas envie. Et il y a déjà du pencak-silat dedans. Donc peut-être qu'on commencera par celui-là, avant d'attaquer vraiment le gros morceau qui est The Raid. Et j'aime bien ce film là parce que il y a un casting quand même assez fou, tu le dis, il y a Mad Dog, donc, qui est joué par Yayan Ruyan, qui est un pratiquant de pencak-silat, qui va jouer dans quasiment tous les films de Gareth Evans. On a Iko Uwais qui après ce film là a explosé, a tourné dans plein de films, et on va dire son point culminant c'est Expendables 4. Non, c'est une blague. Il a fait d'autres trucs un peu plus sympas avant. Mais bref. Il y en a pas un, je crois que c'est Joe Taslim qui a joué dans les Fast and Furious ou un truc comme ça. Alors, il joue dans Fast 7, je crois. J'allais y venir, il y a Joe Taslim qui joue Sub-Zero dans le dernier Mortal Kombat. Qui joue le rôle du fils de Hiroyuki Sanada dans Bullet Train. Qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et on ne le sait pas, parce que pareil, encore une fois, quand j'ai regardé The Raid, moi je suis quelqu'un d'assez... je suis un peu taré là-dessus, c'est-à-dire que quand je regarde un film, je regarde les acteurs et je regarde absolument ce qu'ils ont fait, et leur background et compagnie, donc voilà. Et Joe Taslim, en fait, c'est un champion de judo. Ouais. Il a fait partie de l'équipe nationale de judo, et on le voit parce qu'à un moment donné, il fait une prise... Alors, elle a un nom, cette prise en judo. Je suis pas pratiquant de judo, donc je maîtrise pas. Mais il attrape le bras, en fait, de Mad Dog et il le fait basculer par-dessus son épaule. Ça a un nom, cette technique. Voilà, les pratiquants de judo vont me hurler dans les oreilles s'ils m'entendent dire ça. Et il le fait d'une manière, mais alors propre. Enfin, j'ai jamais vu dans un film, on sent que le mec qui encaisse le coup, donc Mad Dog, et un cascadeur, sait encaisser les coups, etc. Et c'est vraiment fort, quoi. Alors, il a pas fait que ça, hein. Il a fait d'autres styles de combat. Il a aussi pratiqué le pencak-silat, mais il est surtout connu pour avoir été un champion judoka étant plus jeune. Mais j'aime bien cet acteur parce qu'il dégage un charisme vraiment fort, je trouve, parce que dans ce film-là, ce qu'on peut dire, c'est que quand tu le vois pour la première fois que tu connais pas les acteurs, c'est un peu, t'as l'impression t'as du mal à te repérer, à savoir qui est qui vraiment dans le film. T'as un peu celui qui a l'initiative de la mission, qui est un peu l'ancien que tu reconnais parce t'as l'impression qu'il est moitié indonésien, moitié européen, et un mélange de culture. Et après les autres, tu vois, et je trouve que Joe Taslim et Iko Uwais, je sais pas si on le prononce comme ça, ils dégagent vraiment quelque chose dans ce film. Et martialement, il est complètement baboule, quoi. Enfin, c'est vraiment un film, ça n'arrête pas, quoi. Je trouve que le rythme, il est complètement baboule, quoi. Enfin, tu te dis, le début est un peu long à démarrer. T'as les petites 20-30 minutes où tu vois le personnage d'Iko dire au revoir à sa femme qui est enceinte, faire sa prière, se préparer. Ça c'est assez long, hein. Le rythme est ultra lent, mais en fait c'est pour mieux te choquer après derrière, où ça va commencer vraiment à tabasser et vraiment, mais d'une manière complètement hallucinante. Et j'ai tellement pris ma claque sur ce film-là que j'ose pas aller vers le 2 pour l'instant, tu vois. Le 2, j'ai toujours pas vu. Ça, j'ai peur d'être déçu. Ouais, nous non plus, on l'a pas vu. Il est moins bien. Il paraît qu'il est moins bien, mais... Non, alors, je peux pas dire qu'il soit moins bien, parce que ça serait vraiment... Et en fait, il est trop long. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de plans séquences, beaucoup Il y a beaucoup, en fait. C'est une surenchère. Tu te prends une claque, c'est violent. Tu te dis, ah ouais, excellent. Sauf que tu perds le rythme du premier, tu perds de l'efficacité, et au final, tu vas te dire, ouais, ok... niveau combat, c'est largement
mieux que le premier. Niveau réal, ouais, il y a un gap qui est franchi, mais c'est 2h10, compliqué quoi. Compliqué à la fin, même un peu plus je crois que de 2h10, et ouais, il y a un gros problème de rythme, et d'ailleurs il y a un ventre mou, alors que dans le premier il n'y en avait pas. Et je tenais juste à dire, Seb, parce que tu as attaqué Expendables 4 la gratos en disant que Iko Uwais, voilà. Je l'ai pas vu. T'as voulu faire ton malin, t'as attaqué comme C'est ça, une alors blague. que moi j'étais en train de chercher le casting du film. Iko Uwais, il va jouer avec Scott Adkins prochainement dans Skyline. Oui. Voilà. Ah oui, mais il a déjà joué avec Scott Adkins. Et il a déjà joué avec ouais, dans il a fait Street. Ouais, le très sympathique Triple Street, qui est pas non plus un grand film, mais qui est sympa et qui se laisse regarder. Où il y a un casting de fou là-dedans aussi. Je sais pas si ça te parle, Céline. Il y a Michael J. White, il y a comment il s'appelle, l'acteur qui joue dans Hong Bak, Tony Jaa. Enfin, c'est un casting de maboule, hein, et ça fait un film plutôt moyen en finale, mais il y a quand même quelques scènes qui sont sympas. Et mais pour revenir sur Gareth Evans, moi je trouve que c'est enfin franchement, j'ai vu que pour l'instant The Raid, mais ce qu'il m'a montré avec The Raid en tout cas, je me dis putain, il y a une certaine maïstra dans la façon de filmer. Bon, il est assez jeune, hein, parce qu'il a une petite quarantaine d'années, tu vois. Et je me dis, on lui a pas encore confié pour l'instant c'est The Raid qui se dégage de très loin, mais il a pas encore eu de grands films très mainstream, tu vois. Et j'attends, tu vois, on se dit est-ce que un jour ça va arriver, mais en tout cas gros futur réel avec je pense on n'a pas fini d'entendre parler, je pense. Et puis son équipe de chorégraphes là, donc Iko Uwais et Yann ou Yayan, j'ai un doute, Ruyan, qui joue donc Mad Dog, Rama, tu peux l'appeler. le flic, et Mad Dog, c'est plus facile, Mad Dog. Et ils font un travail de fou, et donc en plus ils sont sur les 3 The Raid, sur Meranto, et qui était donc avant The Raid, qui est sorti quelques les années 2 The avant. Raid, tu veux dire? Pour moi j'ai vu qu'il y en avait non, oui, 2, pardon. Non. Ouais, il y a un potentiel 3 qui est teasé depuis la sortie du 2. Gareth Evans veut attendre un peu, voulait attendre qu'il y ait un écart entre le 2 et 3, mais il est toujours prévu, hein, le 3e est toujours prévu. Ouais, donc j'ai bien vu l'affiche, mais j'avais pas vu la date, je pensais que c'était sorti. Comme pour le coup, j'ai vraiment regardé que le 1, je sais pas si ça va remonter. Tu disais que le 2 déjà était un peu moins bon. Le 2, en fait, le 2, il a fonctionné parce que c'était... En fait, le 2, il fonctionne parce qu'il est incroyable martialement parlant. Mais il y a un ventre mou, et en fait, il y a un gros problème de rythme. Mais, en revanche, il y a des plans séquences, notamment à un moment donné, il y a un plan séquence qui est dans une prison. Le héros est caché dans des WC, et il y a un combat qui se déroule dans 3 mètres carrés, quoi. Et juste ça, je trouve ça mais vraiment incroyable. Et c'est fait avec très peu de moyens, parce que les films, talent. Je crois, sont rentrés dans les... c'est un bon moyen déjà, le talent. Les films sont rentrés dans leurs frais. Et pour revenir sur Gareth Evans... Et après, je te rends la parole, Céline. Mais pour revenir sur Gareth Evans, c'est quand même un des réals de Gang of London, qui est une série qui est diffusée. Alors, je sais plus sur quelle chaîne elle est diffusée aux États-Unis, mais c'est une série qui cartonne. Et voilà, une série de fight. Et il me semble qu'il y a Xavier Jean aussi qui a réalisé pas mal d'épisodes de cette série. Et on me l'a conseillé en tout cas. Voilà. Xavier Jean, à qui on doit le très sympathique, que je n'ai pas encore vu, mais j'en entends que du bien. J'ai toujours du mal à prononcer le nom de ce film. C'est Farang. Farang, qui a l'air très très cool sur le Muay Thai. Il sort en DVD, enfin au moment d'enregistre, il vient de sortir, ou il va sortir en DVD Blu-ray. Et bref. Mais pour pas vous teaser, et on va en parler un jour, ça c'est clair, il y a la scène sera, on va dire, assez évidente dans The Raid. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a une scène, et voilà, ça sera celle-là. Il y a plein de combats, mais franchement, il y a une scène, tu ne peux pas ne pas la mettre. Voilà, c'est juste ça.
Voilà, vous saurez quand on y reviendra un jour, mais elle est juste ma boule, quoi. Enfin, c'est juste fou. Mais bref, vas-y, Céline, excuse-moi. Bah, pour le coup, moi, j'allais parler d'une scène que j'ai beaucoup aimée, donc ça se trouve, c'est la même. Mais c'est pas... c'est assez tôt dans le comment dire dans le moment où ils rentrent dans l'immeuble. Donc ils montent les strates et à un moment ils arrivent et ils sont plus ou moins bloqués pour avancer. Et donc les narcotrafiquants ont coupé l'électricité dans l'ensemble de l'immeuble. Et donc tu vois les différents membres de l'élite qui essayent d'ouvrir une porte. Et donc pour ça ils vont tirer pour pouvoir défoncer la porte. Ça va faire la lumière. Et en fait on voit tous le gang qui arrive, qui sont sur l'étage du dessus. Donc, pour donner un peu une idée, c'est un immeuble en béton brut, et donc les cages d'escalier, c'est juste du béton, et donc on voit tout le centre, en fait, de la cage. Et donc, ils sont juste au-dessus, et ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'ils fassent un brin de lumière pour voir leur position et les défoncer. Et, elle est excellente, cette scène. Ouais, et pour le coup, je trouve que la tension, elle fonctionne super bien. On sait ce qui va se passer, mais on attend quand même la petite lueur d'espoir pour savoir s'ils vont s'en sortir ou pas. Et non, franchement, et la tension même dans le reste du film, je trouve qu'elle fonctionne bien. On a bien mais complètement. Le moment où est-ce qu'il va arriver à monter jusqu'en haut. Et puis même dès le début du film, il y a donc l'information est donnée que le personnage de Rama, donc du flic, va essayer d'extraire quelqu'un en fait de l'immeuble. Donc on sait pas qui. On se doute que c'est quelqu'un de très proche et que c'est quelqu'un de la famille parce qu'il en parle à son père. Et donc voilà, on a vraiment le moment où qui ce sera en fait dans l'immeuble, quel rôle il a au sein des narcotrafiquants et est-ce qu'il va réussir à l'extraire ou pas, quoi. Ouais, c'est vraiment bien foutu parce qu'il y a une gestion de la tension, ils arrivent à jouer avec les décors, c'est pour ça que je trouve que il y a une certaine maestra dans la façon de réaliser, comme tu disais, avec tout ce jeu de lumière, au moment où ils sont dans le noir, et puis que c'est les impacts de balles qui font éclairer, et que tu vois en fait le positionnement des sbires du Big Boss, et il y a tous aussi ce moment où ils cassent littéralement les niveaux en fait, tu vois, ils passent leur temps à monter, mais il y a des moments où ils sont obligés de redescendre, donc ils attaquent à la hache le sol de certains appartements qui sont c'est dans un état déplorable, hein, et ils balancent des frigos pour défoncer, pour y aller plus rapidement, enfin je trouve que c'est une folie, et je trouve qu'il y a des idées visuelles complètement maboules dans ce film. Vraiment, c'est vraiment une belle découverte, et on est quand même pas loin du chef-d'œuvre quand même dans ce genre-là quand même, hein, faut le dire. Est-ce que comme Kiko, tu as un film bonus que tu vas nous dévoiler comme ça par hasard? Ah bah il m'a pas dit qu'il fallait que je pense à un film bonus, moi. Non, c'est lui qui a pensé comme ça. C'est parce que il nous a donné un film bonus qui n'était pas prévu, et ça nous avait fait bien rire, mais moi ça m'avait fait bien rire parce que c'était Storm Riders, mais voilà, c'était un peu le running gag pour voir si toi aussi t'avais un film bonus. Alors allez, le film de la honte. J'ai d'autres films que je peux sortir s'il y a besoin. Moi pour le coup c'est un film où j'ai hésité à mettre parce que en fait j'étais pas sûre entre guillemets si ça rentrait dans du vraiment fight art martial, parce qu'il y a beaucoup plus de gun et après de katana. C'était Crying Freeman. Et ça, pour le coup, c'est un des premiers films que j'ai adoré. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, donc je peux pas remettre un peu savoir à quel point ça a bougé, ou du moins comment mon regard a évolué sur le film depuis. Et ouais, c'est un film que j'ai adoré. Voilà. Déjà, l'histoire est super, Marc Dacascos, les bastons, c'est trop bien. Ça pourrait rentrer pour moi, je pense. Enfin, parce qu'en fait, le maniement du katana, ça reste un art martial aussi, hein, tu vois, qu'il faudra qu'on aborde aussi. Donc, non, je pense que pareil, je l'ai vu il y a assez longtemps, enfin, je le revois dans de bonnes conditions. Je pense qu'il y a quand même un peu de bagarre quand même, parce qu'il nous fait son fameux 360 parallèle au sol, là. Il nous le fait, je sais qu'il le fait dans le film, ça. Mais oui, moi j'adore Crying Freeman aussi, hein. Je suis en train d'attaquer la lecture là en ce moment, donc du manga que j'avais commencé il y a très longtemps, et puis on n'avait pas tous les tomes, donc j'avais pas fini, mais non, c'est une belle œuvre, autant on va dire littéraire que cinématographique.
Oui, c'est très... oui. On va dire que c'est très, très visuel comme manga. Oui, c'est... avec des couvertures très osées, n'est-ce pas? Oui, c'est pas le cas. Quoique en même temps, il y a des trucs qui sortent aujourd'hui, c'est pareil. Ouais, mais autant de le mettre sur la couverture, alors que c'est pas identifié formellement comme du... Ouais. Tu vois, parce que c'est quand même très graphique, hein. Enfin, ceux qu'on la rêve, comme je te disais, j'en ai pas lu beaucoup, hein, donc peut-être que je suis pas arrivée sur les tomes où ça devient un peu trop... mais t'avais quoi? T'avais l'édition Glénat, toi, à l'époque? Je sais pas, là pour le coup c'est Nico qui... Parce que tu vois, il y a une toute première édition qui était donc l'édition de Glénat, en 2 tomes. Ouais. Enfin, ils ont arrêté au bout du tome 2, parce que ça n'avait pas pris. Et les droits ont été repris par donc la maison d'édition CBD, et qui par son label Tokebi non, c'est pas Tokebi, pardon, c'est Akuma, enfin bref, c'est le label shonen de chez CBD qui du coup a repris en fait l'édition et l'a édité jusqu'à la fin, donc jusqu'au 15e tome. C'est cette série là qu'on a eu, sauf que la maison d'édition entre temps a coulé. Et du coup on a tu peux plus retrouver les mangas. Moi je sais que ça a été un de mes running gags l'année passée, parce que c'est un manga que j'ai quasiment tout looté en Ose, chez les Ose, donc les magasins de déstockage là. Et sauf que le problème c'est que il me manque qu'un seul tome. Donc voilà, il me manque le tome série, je suppose. Le tome 5 ou 6 je crois de mémoire. Et du coup, je veux pas le démarrer parce qu'il me manque un tome, donc voilà. Donc Craig Freeman a eu une vie un peu bizarre. Alors c'est Kabuto, hein, j'ai recherché entre temps le label, parce que c'est Glénat qui avait eu les droits, ça a été racheté par Kabuto, et quand on a eu le dessinateur qui a re-eu entre guillemets une vibe un peu positive, donc c'est Ryuichi Kagami, notamment en partie avec Angoulême, et ils ont réédité déjà une partie de ses œuvres dans un nouveau label Glénat, et là ils ont racheté les droits pour Craig Freeman. Donc c'est réédité encore à nouveau par Glénat, en espérant qu'ils aient jusqu'au bout. Mais moi j'aime beaucoup ce dessinateur. Ouais, j'aime beaucoup ce dessinateur parce qu'il a vraiment une patte particulière, et j'ai eu la chance en 2023 d'aller voir son expo Angoulême, et franchement j'en ai pris plein les yeux. C'était incroyable, et j'ai beaucoup d'amour pour Craig Freeman, et j'ai hâte de pouvoir enfin lire l'intégralité de l'œuvre, même s'il paraît que la partie... parce qu'en fait, le film adapte, je crois, les 2 ou 3 premiers tomes, ou 3-4 premiers tomes, et le reste, ça part sur autre chose qui apparemment est un peu moins intéressant. Enfin, j'ai quelques retours qui vont dans ce sens-là, je me ferai mon propre avis, évidemment, mais voilà, le film se concentre que sur une toute petite partie de l'histoire, et n'a pas tout intégralement adapté. Voilà, on s'égare un petit peu, mon petit Jazz. Non, mais pas de souci. En tout cas, voilà, c'était... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire que je te rejoins sur le côté très, on va dire, unique de sa patte artistique, de son dessin. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que tu vas pas retrouver d'un mangaka à un autre. Et donc voilà, moi, je pense que j'avais il avait pas tous les tomes aussi, Nico, donc on avait que des petits bouts, et donc j'ai dû commencer que le 1, voire peut-être le 2, mais donc je suis vraiment pas entrée dans l'histoire complète, et donc je peux malheureusement pas t'en dire plus sur la partie d'adaptation, mais... le gros avantage, c'est que la nouvelle adaptation, c'est le format Sanctuary, donc la première réédition de Craig Freeman, enfin de Ryuichi Kagami. Ils ont réutilisé le même, on va dire, le même template, on va dire, et je crois que ça sera complet, il me semble, en 6 ou 7 tomes, un truc comme ça. Donc pour le coup, ça vaut le coup, parce qu'elle a un bon rapport qualité-prix, c'est une bonne facture. Donc si vous les trouvez au Québec, foncez, parce que ça vaut toujours le coup de lire du Craig Freeman et du Ryuichi Kagami. Voilà. Petit instant promo, mon petit Jazz. Écoute, c'est instant promo. Hein. Donc déjà, merci pour ces 3 films, vraiment merci extra. beaucoup. Avec plaisir. C'était vraiment trop cool. Et maintenant, c'est petit instant promo. Vas-y, fais-nous ta promo. Déjà, merci aussi pour l'invitation, ça m'a fait super plaisir. Donc, comme je disais au début, je fais partie de la Préséance Podcast. Donc, c'est un podcast que j'ai lancé avec mon mari, et on parle de cinéma asiatique, donc japonais, coréen et hongkongais. Et le principe, c'est on regarde un film, juste après on passe au micro et on débrief du film en mode chill. On discute de ce qu'on en a pensé, si on a aimé, si on n'a pas aimé, ce genre de choses. Et voilà. Et donc on a aussi des hors-séries où on invite du monde pour pouvoir parler de leur relation avec le cinéma.
Et après, on fait aussi des hors-séries sur des thèmes un peu différents en fonction de l'actualité ou de ce dont on a envie de parler. Donc on est partout, un peu comme tout le monde, un peu sur toutes les plateformes en fonction de ce que vous aimez et où vous écoutez vos podcasts. Et voilà, donc on est sur Instagram aussi. Vous pouvez nous rejoindre là. Et votre podcast est très chouette, je tiens à vous le redire ici. Je l'avais dit à Nico, j'aime beaucoup votre concept, hein, je le répète, parce que à l'époque j'avais un copain qui faisait ça, qui avait un peu tenté de faire un truc YouTube où ils se filmaient dans leur bagnole juste avant d'aller au ciné. Et il coupait, et bon, avec le montage, tu les retrouvais genre 10 secondes après, même pas, une petite intermède, où en général c'était la bande-annonce du film qu'ils mettaient, comme vous, et après on les retrouvait, et ils faisaient leur débrief à chaud après séance. Alors, ils avaient calé leur caméra sur l'habitacle de la bagnole, et puis ils étaient dedans, puis ils parlaient, et le concept était vraiment super, et le fait de le reproduire en podcast, je trouve que c'est vraiment une super idée de se concentrer vraiment sur un type de film, marché de films asiatique, qui demande qu'à exploser et avoir plus de lumière aujourd'hui. Et ouais, le concept est bien et franchement c'est très cool et ça ne peut que vous souhaiter d'avoir de la lumière sur vous et puis de continuer sur ce que vous faites, quoi, en tout cas. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Bah, c'était trop cool en tout cas, merci beaucoup de sélection, c'était vraiment extra. Mon petit Seb, on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission. Oui. N'oubliez pas 5 étoiles sur vos applications de podcast afin qu'on soit référencé. On se retrouve très prochainement dans une prochaine émission. Ciao! Ciao tout le monde!